Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Antoine Félix Diom ne badine absolument pas. D'autres restrictions viennent renforcer le couvre-feu et l'état d'urgence. Interdiction systématique de rassemblements, manifestations sur la voie publique, les réunions publiques et privées, mariages, baptêmes et cérémonies religieuses. Et cette conférence de presse du gouvernement ce jeudi, le Sénégal a déjà passé une commande de vaccins, lequel Abdoulaye Diouf Sarr ne l'a pas mentionné. Le ministre de la Santé a déclaré que les cibles prioritaires seront le personnel de santé, les personnes âgées, celles qui ont des comorbidités et les forces de défense et de sécurité. Et lors de cette conférence de presse, le ministre des Transports Mansour Faye a également rendu public les nouvelles mesures dans les transports urbains. Constat également dans ce journal au lendemain des violentes manifestations la nuit dernière. Le remue-ménage est indescriptible dans plusieurs quartiers de Dakar. À Guédiawaye par exemple, ces actes ont été vigoureusement dénoncés. Le reportage de Mamadou Lamine Fati à suivre dans quelques instants. Le tout nouveau ministre de l'Intérieur interdit désormais toute réunion publique, privée, baptême, mariage ou autres manifestations religieuses à Dakar et à Thiès sont concernés par cette nouvelle mesure. Les hôtels et salles de spectacle, les bars, cafés, salons de thé, terrain et salles de sport. C'est donc du 6 au 17 janvier et ce n'est pas tout. Le port de masque est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour une durée de 3 mois dans les lieux publics et privés, les lieux de commerce, les transports publics et les moyens de transport privés contenant au moins 2 personnes. Et le coronavirus a fait aujourd'hui 5 morts et 220 nouvelles contaminations sur un total de 1775 tests réalisés. 103 patients ont été déclarés guéris et 35 sont toujours en réanimation. C'est encore le flou sur le vaccin choisi par le Sénégal, mais ce que l'on sait, c'est que les premières doses devraient arriver avant la fin du premier trimestre de cette année 2020, selon le 2021, oui, selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr. Macky Sall a donné instruction mardi pour l'élaboration d'une stratégie nationale de vaccination. Des cibles ont déjà été identifiées. Boubacar Dia Moussa Fall pour le compte-rendu de la conférence de presse du gouvernement ce matin. En termes de bilan de la première nuit du couvre-feu dans la région de Dakar et de Thiès, le ministre de l'Intérieur tire un bilan satisfaisant selon Antoine Félix Diom. Malgré les heures, le couvre-feu a été respecté dans l'ensemble, une mesure due à l'augmentation des nombres de cas positifs au coronavirus. Concernant le vaccin, le ministre de la Santé et de l'Action sociale fait l'annonce pour le premier trimestre de l'année 2021. Normalement, à la fin du premier trimestre de l'année 2021, nous devons effectivement recevoir les vaccins homologués dans l'initiative COVAX. Les personnes avec des comorbidités, les personnes âgées et les personnels de santé seront les premiers vaccinés. Il s'agit des personnels de santé et d'action sociale, la première ligne de front. Il s'agit bien entendu des personnes âgées et aussi les personnes qui ont des comorbidités. Il s'agit naturellement des forces de défense et de sécurité, mais cette cible, qui est une cible identifiée, n'est pas effectivement la seule cible qu'on va vacciner dans la stratégie. Par ailleurs, le ministre est revenu sur les analyses de la maladie qui a touché des pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer. Diouf Sarr donne les premiers résultats. Nous avons effectivement reçu une première réponse de nos partenaires de Nantes qui nous disent que la piste algale est une piste qui peut être sérieuse. Et d'ailleurs, il y a la même maladie qui a été identifiée à Cuba, exactement selon les mêmes formes. Et une investigation est en cours à ce niveau pour une dernière confirmation de la perspective. Avec la deuxième vague du coronavirus, le Sénégal enregistre un nombre de décès record, des chiffres qui, selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, sont imputables au nombre élevé de nouvelles contaminations à la COVID-19.
Merci Boubacar Dieng. Et ces images prises à Koloban en début dans cet après-midi aux alentours de 17h, ce sont des Sénégalais qui veulent rentrer chez eux mais n'ont pas de transport en commun. Ils ont donc brûlé des pneus pour ralentir la circulation. De nouvelles restrictions dans le secteur des transports, justement annoncées par le ministre des Transports, Mansour Faye. C'est donc une réglementation pour accompagner l'état d'urgence et le couvre-feu. Port de masque, bien entendu, obligatoire, réduction des nombres de places, d'autres dispositions énumérées par le ministre Mansour Faye. J'ai pris l'arrêté du 7 janvier 2021, numéro 0099, dont les principales mesures portent d'abord sur la diminution du nombre de places autorisées dans les véhicules de transport public et privé. Les dites mesures portent principalement par rapport aux autobus urbains de 12 mètres, c'est-à-dire les autobus standards exploités par Dakar Demdict. Un maximum de 80 places sur 110 places disponibles seront occupées par les voyageurs. 80 sur 110. Par rapport aux minibus urbains exploités par l'Association de financement des transports urbains de Dakar, AFTU, un maximum de 40 places, non compris le personnel de bord, sur 50 places disponibles. Vous aurez remarqué que ces deux types de transports sont délestés de 30% de leur capacité maximale. Dans les autocars et minicars, Ndiaga Ndiaye, Carapit, toutes les places debout sont interdites. Plus de places debout au niveau de ces moyens de transport. Le port correct du masque est obligatoire pour toutes les personnes à bord des véhicules de transport public et privé de voyageurs dès que leur nombre est supérieur à 1. À noter qu'aucune mesure n'est encore prise concernant les transports interurbains. Les gens peuvent donc continuer à voyager, enfin pour le moment, et les frontières terrestres restent ouvertes. Au lendemain des manifestations contre le couvre-feu, le pêle-mêle est indescriptible dans plusieurs quartiers de Dakar. Des restes de pneus brûlés, de grosses pierres sur la route. Passants et riverains ont fortement dénoncé ces actes qualifiés d'indiscipline. Et voici le reportage réalisé à Guédiawaye par Mamadou Lamine Fassi. Les stigmates du désaccord d'adolescents face au couvre-feu sont encore visibles dans quelques rues de Guédiawaye. Monsieur Nyon déplore cette défiance et invite l'État à concentrer ses efforts sur les mesures barrières. Les mesures barrières, quoi. Le transport aussi, nous réduire. L'État doit revoir les mesures barrières et diminuer le nombre de personnes dans les moyens de transport, espacer les bus et respecter les mesures barrières. Je pense que c'est ça, à ce niveau-là, qu'il faudrait orienter la politique. Brûler des pneus n'est pas une solution, parce que tout à l'heure, j'étais obligé d'enlever les pneus brûlés sur la route pour permettre aux voitures de passer. Peut-être c'est une forme de montrer leur mécontentement, mais cela n'est pas vraiment une bonne solution. Manifester leur mécontentement, mais aussi, je ne pense pas que c'est la solution. La dénonciation de ces actes est quasi unique. Pour certains, le couvre-feu n'est qu'un prétexte. Nous avons problème de Covid, talu pono bi fi Guédiawaye Sam Notaire. Mais problème bi sax dafa romb Covid bi quoi lu waral tal bi. Certains pensent que les pneus brûlés par les jeunes sont les effets de la Covid, mais cela a dépassé cette pandémie parce que la population est fatiguée. Si un pays n'arrive pas à donner de quoi manger à sa population, de quoi boire ou de quoi satisfaire ses besoins de première nécessité, je pense que cette situation devient grave et ce pays a un problème. Le comportement de ces adolescents contre le couvre-feu, beaucoup n'arrivent pas à l'expliquer. Certains les qualifient tout simplement de l'indiscipline. Et voici ce qui s'est passé la nuit dernière à Benetali, Niaritali et Grand Dakar. Des moments inédits décrits par Boubacar Dieng et Moussa Fall. Ils ont accompagné la police nationale. Du feu à chaque coin de rue, des morceaux de pierre et des jets de grenades lacrymogènes,
Voilà le décor ici à Niary Tally. Hormis les jeunes qui font de la résistance, après le passage de la police, les populations commencent à sortir massivement. Nous sommes vraiment fatigués. J'ai même mal au cœur. Nous avons des bouches à nourrir. Je suis vendeuse de poissons à Soumbédioune. Aujourd'hui, j'ai payé 3 000 francs à un taxi pour pouvoir rentrer avant 21 h. Que l'État pense à nous, nous qui sommes les plus démunis. Cette résistance prouve que nous sommes à bout. Les grenades lacrymogènes et les odeurs des pneus n'arrangent pas les personnes âgées. Cette dame nous invite à partager son dîner malgré le couvre-feu. Elle dîne dehors. Les jeunes doivent être plus respectueux et se conformer aux instructions du gouvernement. Si un policier ou un des jeunes est blessé, ça sera vraiment dommage. Nous sommes tous des Sénégalais. À Grand Dakar, Niary Tally et Ben Tally, les populations ont dit non au couvre-feu en espérant que les récalcitrants se ressaisissent vite et comprennent qu'il s'agit d'une question de santé publique pour le bien de tous. Et Boubacar Dieng, le couvre-feu va fortement affecter l'économie de la nuit. Les restaurants qui étaient sommés de fermer à 23 h vont maintenant baisser rideau à partir de 20 h. Et cela sous-entend des réaménagements dans les horaires de travail, mais surtout de grosses pertes pour ces gérants. Nancy Diop Diouf, reportage. La restauration, à l'instar de beaucoup de secteurs, n'est pas épargnée par la Covid-19. Au-delà de 21 h, tous les restaurants resteront fermés. Couvre-feu oblige. Au centre-ville de Dakar, les restaurants ont pignon sur rue. Dans ce décor, le Café de Rome se distingue avec son imposant bâtiment qui abrite pourtant peu de monde en cette soirée. Pape Berengom, directeur de l'établissement, parle d'adaptation des plannings pour essayer de combler le vide. Oui, nous allons ouvrir plus tôt, essayer de travailler, réduire le créneau horaire. D'autant plus qu'on ne pourra plus faire travailler les salariés à 8 heures de temps. Là, si on nous demande de fermer catégoriquement à 20 heures, il est fort possible que nous allons agencer le planning par rapport au contexte. Selon lui toujours, les conséquences durent depuis le mois de mars dernier. Et cette fois encore, elles seront inestimables. Donc c'est des conséquences, c'est-à-dire ça peut engendrer des pertes d'emploi, les pertes de recettes, la manque de fréquentation de ces établissements-là, etc., etc. Donc les pertes sont inestimables, donc, parce que ce sont des pertes énormes. Plus loin, à quelques mètres, se trouve un autre restaurant. La responsable nous confie que l'organisation est compliquée actuellement suite à l'annonce brusque du couvre-feu. Le problème, c'est surtout par rapport au personnel, ceux qui habitent loin, comment essayer de les faire descendre un petit peu plus tôt. Les livraisons, on va essayer de faire comme la première vague qu'il y a eu, la première vague de Covid. On a fait une autorisation spéciale au niveau du point chaud, des livraisons. On l'avait eu justement la première fois. Là, le temps qu'on fasse la demande et qu'on nous l'autorise, on ne sait pas quand. Ça va prendre un peu de temps, je pense. Après 10 mois de recul, le Sénégal, qui faisait figure de bon élève du continent, connaît depuis peu une augmentation significative des contaminations, d'où le retour du couvre-feu. Cela dit, dans le secteur de la restauration, les gérants ne savent plus où donner de la tête, car selon eux, des conséquences, il y en aura davantage. Les écoles de formation ne sont pas non plus épargnées par l'état d'urgence et le couvre-feu. Notre reporter Mohamed Ndiaye s'est rendu dans quelques établissements de formation. Et oui, cette décision risque d'attarder les enseignements. Regardez. Suite au couvre-feu de 21 h à 5 h du matin, de nombreux établissements ont réaménagé les emplois du temps. Pendant ce temps, certains étudiants manifestent son sentiment d'inquiétude. Par rapport à l'impact de ce couvre-feu, nous qui faisons cours du soir, on a un problème par rapport aux horaires de cours.
parce qu'on faisait 2 cours en général, c'est-à-dire qu'on faisait cours de 17h à 19h, de 19h à 21h. Maintenant, on a un problème d'horaire parce qu'on va devoir faire un seul cours de 16h à 18h parce qu'il y en a qui habitent loin. Il y a des étudiants qui quittent jusqu'à Rufisque pour venir faire des cours ici. Ils ne peuvent pas descendre à 20h et arriver là-bas à 21h parce qu'on connaît tous les problèmes de transport, les problèmes de circulation ici à Dakar. Le président de l'amicale des étudiants de l'IFAS compte dialoguer avec l'administration de l'école pour que les horaires ne les pénalisent pas. Tout compte fait, nous nous soumettons à la volonté étatique et nous voulons vraiment mettre en place un mécanisme qui permettra à tous ces étudiants qui sont en cours du jour comme en cours du soir de pouvoir faire leurs études et terminer en bonne et due forme leur année universitaire. C'est pas facile parce que très souvent on est confronté à beaucoup de dilemmes, surtout pour l'aménagement des heures, parce que pour un couvre-feu qui débute à partir de 21h, donc il va de soi qu'il est impératif pour nous, instituts, qui offrent une formation en cours du soir comme en cours du jour, de revoir notre emploi du temps, surtout en cours du soir. D'habitude, on faisait des cours de 17h à 21h. Donc actuellement, nous sommes en train de voir avec l'administration comment faire pour pallier à cette décision étatique et voir ensemble, avec l'ensemble des couches et parties prenantes, comment aller vers une collaboration afin que étudiants comme membres de l'administration puissent tirer leur épingle du jeu. Face à cette énième mesure pour endiguer la pandémie du coronavirus au Sénégal, ce professeur pense qu'il revient aux écoles de s'adapter aux décisions des autorités. Les Sénégalais avaient vécu un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Donc aujourd'hui, de 21h à 5h du matin, ça peut faire valoir pour les travailleurs de prendre leurs dispositions à partir de 18h et même 17h, d'être chez eux avant même 20h30. Ça, c'est pour les travailleurs. Même si je ne quittais pas de loin, ça n'impacte pas sur ma ponctualité. Parce qu'en réalité, nos cours démarrent à 8h et ceux qui habitent loin, dans la banlieue, peuvent prendre toutes les dispositions nécessaires. Alors, les possibilités, selon les cas d'école, sont nombreuses. Une école peut dire qu'on peut avancer les cours de 15h à 19h. Et vous comptez, ça fait les 4 heures. Maintenant, si on tient compte des travailleurs qui ont droit de sortir à 17h, ça peut être un objet, encore une fois, de dissuasion envers ces travailleurs. Et maintenant, l'école peut trouver des solutions. Des solutions, non pas de rattrapage, mais de pouvoir combler ces heures-là. Après plusieurs mois de fermeture des écoles au Sénégal, cette nouvelle mesure risque encore de perturber les horaires des enseignements dans les établissements de Dakar. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Cela fait presque 3 ans que la presse attend cette décision. C'est arrivé finalement. Le chef de l'État Macky Sall a signé les décrets d'application du nouveau code de la presse. Et c'est une avancée majeure pour les médias. Nima Sané, précision. Les dérives notées dans la pratique du métier se font de plus en plus sentir. Avec l'application du nouveau code, on ne parlera plus d'organes mais d'entreprises de presse, ce qui va entraîner des changements dans le secteur. D'après le journaliste Mohamedou Moustapha Dia, ses confrères devraient travailler à la mise en œuvre du décret. La balle, pour ainsi dire, est dans le camp des journalistes qui doivent maintenant essayer de mettre en œuvre sur le terrain, pour ainsi dire, ce nouveau code de la presse qui consacre des avancées quand même importantes pour le secteur de la presse en général, et pour ce qui l'anime en premier lieu, les journalistes, mais aussi les techniciens qui les accompagnent et sans lesquels le travail n'est pas possible. Il appelle également à la solidarité des journalistes pour l'application du code. Est-ce que toutes les entreprises de presse sont prêtes, je veux dire, financièrement à appliquer, par exemple, la convention collective des journalistes, ce qui n'est pas encore le cas ici dans le pays. Ça a été une longue lutte d'ailleurs pour que cette convention voit le jour. Maintenant, il appartient aux journalistes aussi de créer des syndicats dans les organes où ils travaillent et de se battre pour que le code soit respecté. Pour le président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie, il faudra aussi penser à actualiser le nouveau code au besoin pour être en phase avec les évolutions dans le secteur. Nous prêtons attention
à tout ce qui doit être comme changement. Et si ça demande qu'on puisse évoluer sur certaines dispositions du code, nous ferons les propositions. Et ça, c'est l'Assemblée nationale est habilitée toujours en termes de changement de texte, parce que nous sommes conscients que le texte n'est pas figé, mais commençons par l'appliquer d'abord et voir ce que ça va donner. Après plusieurs années d'examen, l'application du nouveau code de la presse va permettre de régulariser le monde des médias, confronté jusque-là à la précarité et aux dérives. Les acteurs de la presse applaudissent. Ces décrets d'application du nouveau code devraient permettre d'assainir le milieu. Ce sera aussi un moyen d'améliorer les conditions de travail des acteurs des médias. Adam Assar et Seydina Mbaye ont fait le tour de quelques rédactions. Ouf de soulagement des acteurs des médias, l'adoption des décrets d'application du code de la presse en Conseil des ministres est unanimement saluée. Il y a énormément d'atouts que justement les médias peuvent tirer justement dans l'application du code de la presse. Le code de la presse est une bonne aubaine justement pour aller dans le sens d'une régulation en tout cas définitive et totale et par rapport à ce que l'on constate actuellement dans certains médias au Sénégal. Selon toujours lui, l'application du code de la presse va lutter contre la précarité notée dans le secteur de la presse. Le journaliste pourra en tirer profit, surtout par rapport justement à la précarité que l'on note dans les rédactions. Je crois bien que ce sera une démarche, un bond en avant pour aller dans le sens, en tout cas pas de forcer, mais pour aller dans le sens de trouver des conciliations fortes pour permettre aux journalistes de pouvoir vivre normalement de ce métier. Du côté de la presse en ligne, l'adoption des décrets d'application du code de la presse arrive à son heure. Selon le rédacteur en chef de Dakar Actu, cela va permettre d'assainir le secteur. La presse en ligne elle est beaucoup indexée quand il s'agit de dérives et on est obligé aussi de reconnaître qu'il y a certaines failles et je pense qu'avec ce nouveau code de la presse, en tout cas, on va faire d'énormes efforts, pour ne pas dire des sacrifices, pour quand même un peu réguler ou bien mieux réguler la presse en ligne. Après 10 ans de lutte, les décrets d'application du nouveau code de la presse ont été adoptés, une situation qui va sans nul doute avoir un impact sur le vécu des hommes des médias. Merci beaucoup Adam Assar. Les agents municipaux de Rufisque ont manifesté aujourd'hui pour dire non au projet de suppression des villes. Cette proposition du ministre des collectivités territoriales, Omar Gueye, divise encore au sein de la mairie de Rufisque. Babacar Seck pour le compte rendu. La mobilisation contre le projet de suppression des villes ne faiblit pas à Rufisque. C'est au tour des agents municipaux qui considèrent ce projet comme un acte de sabotage. Oui, c'est du sabotage. Parce que je pense que l'urgence est ailleurs. L'urgence, les Sénégalais sont fatigués. Et la mairie est la seule structure actuellement à Rufisque qui crée de l'emploi. Les entreprises ne créent pas de l'emploi parce que l'État ne les accompagne pas pour pouvoir participer à la distribution de revenus. Donc, si la mairie a une vocation sociale, en train d'aider la population rufisquoise, en train de recruter, je pense qu'il devait y avoir une autre formule de faire tout pour renforcer la ville. Les agents de la ville de Rufisque sont déterminés et vont tout faire pour conserver le statut de la ville. On ne va pas accepter que ce qui se fait dans les autres communes se fasse à Rufisque. Parce que Rufisque, d'ailleurs, si vous regardez la délégation qui est là, des gens déterminés, engagés, prêts à mettre leur vie pour sauver la ville. Donc, nous sommes dans cette dynamique. S'ils ne reculent pas, nous allons passer à la vitesse supérieure. Vous avez noté aujourd'hui, il n'y a pas d'intifada, il n'y a rien, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Mais on ne peut pas garantir ce climat de sérénité. Demain, ce qui va arriver, on ne sait pas. Les agents de la mairie déclarent la guerre aux élus rufisquois qui soutiennent le projet de suppression de la ville. Donc, s'il y a des élus qui sont en phase avec Macky Sall, ça leur concerne. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, la population rufisquoise s'est levée comme un seul homme pour dire non à la suppression. Ceux qui cautionnent cela, peut-être vont voir, d'ailleurs ils vont signer même leur arrêt politique, leur mort politique, parce que les Rufisquois n'ont pas besoin d'une suppression de leur chère ville. Le projet de suppression de la ville a créé une fracture entre certains élus qui sont pour et la majeure partie de la population qui est contre.
Et dans le reste de l'actualité, l'association des utilisateurs des TIC au Sénégal doit bientôt rendre publique une étude sur la gestion des déchets électriques et électroniques au Sénégal. L'objectif est de sensibiliser les Sénégalais sur la question, mais aussi de pousser l'État à mettre sur pied un cadre juridique. Pape Ibrahima Ndiaye et Souleymane Diallo ont choisi de nous parler ce soir de la gestion de ces produits nocifs dans les ateliers de réparation d'appareils électroménagers. Redonner une seconde vie aux téléviseurs, tablettes, autres matériels en fin de cycle, une passion, presque de l'art pour ces réparateurs électroménagers dans leur atelier situé à la rue Tobiac de Dakar. Les gestes sont bien choisis pour sauver les équipements qui peuvent encore l'être. D'autres vont se retrouver à la poubelle ou entre les mains des récupérateurs. Pour ces types de déchets, la plupart des cas, nous récupérons ce qui est récupérable, surtout les matériels de qualité qui proviennent souvent du Nigeria et dont les pièces sont rares à trouver sur le marché. Le reste, nous donnons ça aux ferrailleurs qui viennent les chercher. Le problème est qu'au Sénégal, nous n'avons pas cette culture de trier les déchets comme cela se fait en France. Parce qu'en Occident, par exemple, les gens savent quel type il faut jeter ou conserver. Mais ici, ce n'est pas le cas. La seule solution que nous avons, c'est de les regrouper dans un endroit pour ensuite les jeter dans les bennes à ordures ou les donner aux ferrailleurs. Un autre endroit au décor différent, mais toujours avec la présence importante d'appareils électriques ou électroniques. Au marché Colobane, au fil du temps, les cantines de prêt-à-porter ont cédé de la place aux ateliers de réparateurs de téléphones portables. Un changement de visage qui profite à Aliou Diouf qui travaille dans ce marché depuis 2006. Il a gagné en expérience, mais peine à gérer les déchets. Nous savons que ce sont des produits nocifs et nous aimerions vraiment savoir comment les gérer, les recycler. Je donne juste l'exemple des plaquettes de moteur. Dans un monde connecté face au flux des e-déchets et de leurs composants toxiques, l'association des utilisateurs des TIC se mobilise depuis des années pour alerter l'État et les Sénégalais sur la question. Selon les Nations Unies, avec son université Global E-Waste Monitor, on estime qu'au Sénégal, chaque habitant produit 1 à 3 kilos de déchets électroniques par an. Et ces déchets électroniques non recyclés écologiquement peuvent constituer un danger pour la santé des populations et l'environnement, mais peuvent aussi constituer une perte économique. Ces déchets électroniques contiennent des métaux dangereux, comme le cadmium, le plomb. Je vous rappelle qu'en 2008, des enfants à Thiaroye-sur-Mer ont été intoxiqués au plomb à cause de recyclage informel de batteries à pile au plomb. 18 enfants sont morts à cause de cette intoxication et 950 habitants ont été aussi intoxiqués, selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé. Au-delà des défis écologiques et sanitaires, la protection des données personnelles est également dans le curseur de l'ASUTIC. Ils sont enregistrés sur les disques durs de ces appareils, mais aussi sur la mémoire de ces appareils. Donc, quiconque jette son ordinateur est en train de jeter une partie de sa vie. Donc, ces informations qui se trouvent sur ces déchets électroniques, en particulier les ordinateurs et téléphones portables, peuvent être récupérés et quelqu'un peut vous identifier et vous connaître et savoir tout sur votre vie. D'ici la fin de ce mois, l'association des utilisateurs des TIC compte publier une étude sur les e-déchets au Sénégal, une bataille électrique à mener au plan interne et mondial. Au moins 53 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produites en 2019, selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce jeudi. Merci d'avoir été avec nous. Un merci également à toute l'équipe de la régie. Cheikh Hassan Affal revient tout de suite pour la suite de la totale bloc d'information. Au revoir.